Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer la séance. Vous me voyez? Je sais pas si j'ai ma vidéo Non, aussi, moi, vous je ne voyez? vous vois pas, mais Ah, c'est pas vous me bien voyez grave pas? parce que de toute façon, je vais mettre, ensuite, je vais faire le partage d'écran pour qu'on ait D'accord. un support. OK. Bon, on n'a pas forcément besoin, mais ça permettra éventuellement de partager quelques informations. Donc, on va démarrer comme si, voilà. Et puis, s'ils arrivent entre-temps, ben, c'est pas grave, hein. Ouais. Ils se raccrocheront, on va voir. D'accord. Oui, donc pourquoi j'ai créé cette formation comment réduire ses charges, c'est parce qu'en fait, la plupart du temps, les adhérents qui viennent nous voir, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'en fait, chaque année, leur charge augmente. Hmm. C'est pas une fatalité. Et les charges augmentent parce que le syndic, lui, n'a pas vocation, et de toute façon ne le fera pas, n'a pas vocation à rechercher des économies, puisque son budget est basé sur, enfin, ses honoraires Ouais. sont basés sur le budget que D'accord. vous dépensez. Plus votre Ouais. budget est important, plus ses honoraires sont importants. Donc, dans son ADN, il est hors de question d'essayer de trouver des économies. Mais Mhm. c'est pas le cas des copropriétaires et c'est pas le cas notamment du conseil syndical qui, lui, Ouais. D'accord. normalement, a la charge de vérifier les comptes et donc de s'assurer qu'on a optimisé toutes les dépenses. Mhm. Alors, on ne peut pas faire de schéma parce que toutes les copropriétés sont différentes. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des coûts les plus importants dans les copropriétés sont relativement les mêmes. C'est effectivement pour ceux qui ne sont pas raccordés au chauffage urbain, parce que ça, c'est plus économique, c'est effectivement le chauffage. Ça, je dirais que c'est presque celui qu'on revoit pour ceux qui sont en chauffage collectif, parce que je Mhm. rappelle qu'on n'est pas obligé d'être en chauffage collectif. Il y a aussi une Ouais. option, c'est de passer en chauffage individuel. Et l'avantage, c'est que quand on a une copropriété qui a du mal à faire face à ses dépenses, ou dont certains Hmm. copropriétaires ont du mal à faire face à leurs dépenses, au contraire, on Mhm. aura tendance à individuer au maximum les dépenses Ouais. pour laisser je dirais, une structure minimum, des Ouais. charges communes minimum pour limiter justement les impayés. Et je pense qu'il va falloir en venir là, indépendamment du chauffage urbain qui peut résoudre des problèmes, qu'il faudra en venir là pour la majorité des copropriétés, parce que les dépenses en énergie vont exploser de toute façon, quoi qu'il arrive, et qu'on pourra difficilement maîtriser ce poste-là, à moins d'avoir justement un raccordement avec une gestion à échelle, à une autre échelle que celle de la Mhm. copropriété. Mais il faut savoir que le premier poste, effectivement, dans les copropriétés qui ont du chauffage collectif, c'est le chauffage. Et il est important de vérifier effectivement bah, la durée, quelle est la durée de vie de cette chaudière, sachant qu'elles sont faites en général, elles sont garanties sur 10 ans, 20 ans Mhm. maximum, et en général, on en trouve qui ont 30 ans et 40 ans et qui ne posent pas de soucis. Après, tout dépend effectivement comment la chaudière a été entretenue. Si ça a été Mhm. fait correctement, ça peut durer très longtemps. En fait, Mhm. elles ont été faites de manière illimitée, donc il n'y a pas de durée de vie maximum. C'est Mhm. normalement jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pièces détachées pour Mhm. pouvoir réparer. Or, le problème, c'est que ces dernières années, même les chaudières qui n'étaient pas encore très anciennes étaient bloquées parce que les pièces détachées n'étaient plus stockées en France. Pour la plupart des chaudières, c'est des chaudières allemandes. Et il fallait attendre le délai de livraison des pièces détachées qui partaient d'Allemagne et qui arrivaient en France. Et c'est pour ça, c'est un peu le même problème pour les ascenseurs. On avait Mhm. avant du stock qui permettait de remplacer immédiatement les pièces endommagées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aucune entreprise n'a de stock. Donc, elle Mhm. commande au fur et à mesure, avec la difficulté que, effectivement, les délais de livraison sont allongés. D'abord parce que ça vient de l'étranger, et deuxièmement parce qu'on arrive en concurrence avec d'autres pays qui, eux aussi, Mhm. demandent les mêmes pièces. Donc, c'est Mhm. exactement le même système pour les voitures, pour les ascenseurs, que pour les chaudières. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est Mhm. est-ce qu'on a une chaudière qui effectivement est optimisée, c'est-à-dire est-ce qu'elle a une durée de vie encore qui peut continuer, est-ce qu'elle fonctionne normalement sans à-coups, sans interruption, et à partir de Mhm. là, on établit on fait une sorte d'état des lieux pour savoir si effectivement il faut encore continuer avec ou pas. Mais ça, c'est un travail de fond à faire, et à la limite, on pourrait même s'orienter vers des chauffagistes indépendants pour Mhm. leur demander effectivement d'auditer le système de chauffe pour donner un avis sur bah, le renouvellement ou pas, le maintien dans quelles conditions, éventuellement revoir aussi les contrats. Vous savez que pour les chaudières, il y a des contrats Ouais. P1, P2, P3, revoir éventuellement la couverture P1, P2, P3, parce que ça aussi, Mhm. ça peut avoir une incidence sur le Mhm. coût du chauffage. Et c'est pas lié à l'énergie, c'est lié à l'amortissement du matériel et à son remplacement. Donc, Mhm. ça demande une ingénierie, je dirais, financière. C'est un travail de fond, mais c'est un travail qui permet de savoir où on en est avec le matériel.
mais on peut faire exactement la même chose pour les ascenseurs, bien que le coût normalement d'un ascenseur qui est correct, c'est-à-dire qui est bien construit, il est quasiment infime, à part l'abonnement pour l'alarme, pour les interventions et l'alarme, qui sont Mhm. à peu près de l'ordre de 1 500 € par ascenseur. Normalement, des ascenseurs correctement montés, comme ceux de 1930 d'Eiffel, ils ont zéro maintenance. Ils ont zéro entretien, c'est-à-dire qu'ils ont zéro remplacement et zéro panne. Moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque moi-même j'ai un ascenseur Eiffel de 1930. Je Mhm. n'ai jamais eu à payer de remplacement de pièces. Il n'est Mhm. jamais en panne. Donc ça veut dire que si on a un ascenseur qui tombe souvent en panne, c'est que c'est effectivement soit un problème de fabrication, soit tout simplement un ascenseur qui a été pris au rabais et pour lequel effectivement les garanties étaient pas optimum. Donc là, il faut Mhm. aussi se poser la question, est-ce qu'on va continuer à investir dans des pièces qui seront de plus en plus chères ou est-ce que tout simplement on repart sur des bonnes bases? Et les bonnes bases, ça veut dire auditer les ascenseurs qui ont le moins de problèmes dans la durée de Mhm. vie. Mhm. Donc ça, c'est un autre poste de... Mais c'est moins important que, donc je disais, le chauffage qui est la priorité dans toutes les copropriétés qui ont du chauffage collectif, l'eau, parce que ça aussi, c'est un thème qui est récurrent et c'est un thème qui peut mettre en tension une copropriété pour différentes raisons, on va expliquer tout à l'heure. Et le troisième poste, normalement, c'était alors, qu'est-ce qu'on avait? Le chauffage urbain, l'eau. Alors, les énergies, bien sûr, je pense à EDF, mais c'est très faible. Dans les copropriétés, c'est relativement Ouais, faible, ouais. sauf à avoir des VMC, où là, effectivement, on peut avoir une consommation liée à l'usage, au bon ou mauvais usage de la Mhm. VMC. Et puis après, ben, il y a effectivement toute la partie structure. Alors, quand on parle réduction des charges, il faut déjà se poser la question, quels sont les postes principaux? Parce qu'il faut éviter de perdre trop de temps sur des dépenses qui sont mineures. Oui, oui, bien C'est sûr. du temps, c'est du Faut faire temps, on n'en faut a pas faire le beaucoup. 20-80, comme on dit. Voilà, on n'en a pas beaucoup de temps, donc il faut le mobiliser pour des choses qui sont utiles Mhm. et qui sont palpables rapidement. Donc le chauffage, bon, pour ceux qui passent en chauffage urbain, il y a quand même une attention à porter sur le calibrage du contrat de départ, parce que comme vous le savez, ce sont des contrats à abonnement prix fixe. C'est-à-dire que dès le départ, le premier contrat que vous allez signer, c'est un contrat de 15 ans. Et sur Mhm. ce contrat, le prestataire vous propose une consommation de base, une Mhm. consommation qui devrait couvrir vos besoins, mais il faut qu'elle soit bien calibrée. Si elle est en Mhm. dessous, vous allez avoir des suppléments qui vont être importants, et si elle est au-dessus, bah là, vous allez payer même si vous ne chauffez pas certaines années. Donc, il y Mhm. a un calibrage à faire, et chez nous, on a un spécialiste en chauffage urbain qui permet de savoir exactement de combien doit être calibré le contrat d'abonnement à prix fixe. Mhm. Après, vous avez les chauffages, les chaufferies collectives. Alors, pour les chaufferies collectives, effectivement, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, on a la même discussion, c'est où fixer le prix moyen. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou c'est une autre personne qui m'a interrogé en me disant, est-ce qu'on a raison de laisser en prix variable parce que ça bouge beaucoup, ça monte et ça descend, et donc on bénéficie des baisses quand elles apparaissent, Mhm. ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un prix fixe? Ben ça, le problème, c'est qu'on peut difficilement savoir dans le futur ce qui va se passer. Par contre, on peut Ouais. regarder ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Et il ne Mhm. faut pas oublier qu'il y a des années où on est monté à 300 € du kilowattheure. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Mhm. les personnes qui étaient en variable ont pris de plein fouet cette augmentation qui était Ouais. prévisible, mais qui était quand même dans le contrat, puisque un contrat variable, c'est on prend tout. On prend à la fois les augmentations et les baisses. Moi, je dirais que si on veut gérer en bon père de famille, il faut quand même prendre un fixe, comme pour les emprunts. Quand on veut Oui, emprunter, il faut prendre un oui, fixe, oui. parce qu'on part sur quelque chose de sûr. Le variable, Ouais. ça peut être très bien aujourd'hui, et puis dans 5 ans, 10 ans, ça peut Oui, exploser, et oui, c'est ça. on n'a plus les moyens de corriger. Voilà, il faut Ouais. sortir du contrat, et ça pose Ouais. d'autres problèmes et d'autres frais. Donc, Mhm. effectivement, il faut privilégier les abonnements fixes, mais en essayant de les calibrer au mieux par rapport aux besoins. Alors, pour le chauffage urbain, elle dit, on a un spécialiste pour ça, parce que moi, je ne le suis pas. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Pour les chaufferies, de la même manière, c'est l'évaluation du matériel, l'âge, etc. Quitte à les garder en double, hein, parce que dans certains cas, les copropriétaires la gardent en double. Pour les Là, compteurs c'est d'eau, justement, c'est une oui, question parce que nous, c'est vrai, et je pense que beaucoup de copropriétés sont comme ça. Nous, historiquement, il y a toujours eu deux chaudières parce que c'est l'histoire du backup, une qui tombe en panne, oui. donc l'autre bascule.
Mais bon, du coup, on achète deux chaudières. Mm. Et à un moment donné, je me dis pourquoi on n'achèterait pas qu'une seule chaudière, quitte à ce qu'on prenne un contrat, P3 peut-être, je crois que c'est peut-être Oui, le plus évolué, on va dire, enfin avec ben, P3, c'est une intervention très courte et aussi une garantie que le prestataire, ben, il a un stock de pièces, c'est-à-dire pas nous dire j'ai pas les pièces, c'est dans une semaine que vous aurez la pièce. Je sais tout pas à si fait. ça c'est, est-ce que ça c'est envisage, enfin ça moi c'est comme ça que je vois un peu les choses, mais bon le backup c'est vrai, c'est le Alors, c'est confort. le confort, et puis surtout, faut pas oublier que lorsque ça a été mis en place, c'était dans une époque où on était dans les années 60-70, c'était le Ouais. plein essor et c'était des dépenses qui n'étaient pas contrôlées puisqu'on était parti Hmm. sur un développement économique important. Et donc, Ouais. on avait pris des surassurances puisque un backup, c'est effectivement utile quand on a les moyens. Le problème, c'est une double chaufferie, c'est un Hmm. double coût. Et surtout, le problème, c'est que souvent la deuxième a servi en tout cas dans le temps, à faire de l'approvisionnement pour la première chaudière. Donc elle est même plus opérationnelle. Elle sert Ouais. simplement à utiliser des pièces détachées. Donc effectivement, lorsqu'on doit renouveler ce type d'installation, il faut recalibrer, c'est ce que je disais pour le chauffage urbain, il faut recalibrer les besoins pour ne prendre que la chaudière qui est nécessaire, ni plus ni moins, mais Mhm. rajouter le contrat qui permet effectivement d'avoir Ouais. une intervention rapide. Mhm. C'est Ouais, beaucoup ouais, plus efficace et surtout en termes de coût, on s'y retrouve puisque les interventions, logiquement, c'est comme les ascenseurs. Si c'est une bonne chaudière de bonne qualité, elle ne tombe pas en panne. Mhm. Quand elle Ouais. tombe en panne, c'est parce que soit elle est mal calibrée et donc elle surchauffe et donc forcément elle s'use plus vite, soit Ouais. elle est en sous-utilisation. Ça aussi, ça peut endommager une Mhm. chaudière. Par exemple, lorsque vous avez des contrats, lorsque vous signez le contrat de maintenance avec le chauffagiste, on vous propose deux choses. Soit c'est le conseil syndical qui décide de la date d'ouverture de la période de chauffe, soit elle est fixée par le contrat. La difficulté, c'est que si le contrat vous dit bah, on ouvre au 15 octobre, quoi qu'il arrive, bah, vous êtes effectivement en surchauffe, puisque entre le 15 octobre et à peu près le 15 décembre, les variations de température sont quasi quotidiennes. Et donc, ça veut dire que Mhm. vous avez une chaufferie qui est mise en route, mais qui va s'arrêter quasiment, pratiquement tous les jours, voire tous les 2 jours. Et Mhm. ça peut effectivement endommager une chaudière parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Les chaudières Mhm. sont faites pour être allumées et de fonctionner, à minima certes, mais fonctionner en permanence pendant la période de chauffe. Le C'est fait de ça. faire des allers-retours, c'est-à-dire des coupures parce que la température est trop élevée Oui, par rapport à la d'accord. chaudière, fait que ça Ouais. l'endommage. Alors, effectivement, les premières années, on s'en rend pas compte, mais Ouais. sa durée de vie diminue et ensuite Oui, interviennent les pannes. d'accord. Mais nous, Et dans on a- notre cas, c'est pas le cas, hein. Nous, on chauffe effectivement, c'est nous qui fixons, enfin, bon, un début et une fin, donc il y a une sonde extérieure. Donc même si parfois la température peut être très douce, bah, il y a une sonde extérieure, donc ça tourne tout le temps, mais ça réduit automatiquement. Alors on consomme toujours un peu de gaz, c'est sûr, mais on l'arrête pas. Voilà. Voilà, mais ce qu'il faut en fait, c'est avoir la maîtrise du démarrage et de la fin. Pourquoi? Parce que si c'est arrivé, je crois, en 2020 ou en 2021, si à un moment donné, vous avez une difficulté parce que le prix de l'énergie a explosé, Hmm. c'est vous qui décidez de la mise en route. Donc, au lieu de la faire démarrer au 15 novembre, vous la ferez démarrer peut-être au 15 décembre. Mhm, Et vous mhm. raccourcirez la période de chauffe peut-être Ouais, de décembre à avril plutôt que d'aller jusqu'à mai ou ouais. peut-être à mars. Donc, cette possibilité de pouvoir réduire sa consommation par la réduction de la période de chauffe, on ne peut l'avoir que si on a pris un contrat où c'est le conseil syndical qui décide du démarrage. Ouais, c'est le cas chez nous, hein. C'est le Voilà, mais cas. c'est pas le cas partout. Ah oui, d'accord. Je pose la question Non, parce non. que Ouais, ouais. souvent les gens disent ah bah oui mais là on a explosé. Bah oui mais parce que votre période de chauffe est trop large. Certes elle Hmm. était utile à un certain moment parce qu'effectivement à partir du 15 octobre il faisait peut-être froid mais c'est plus le cas pendant ces 10 dernières années et ils ont une période de chauffe qui peut aller du mois d'octobre pratiquement jusqu'au mois de mai. C'est beaucoup trop long par Hmm. rapport aux températures que nous avons actuellement. Donc Ouais. pour réviser Bah ce ça type de c'est ouais, choses. ouais. Voilà. Disons que Donc, nous on espère réduire notre période de chauffage avec l'isolation thermique extérieure. voilà, en plus. Bon, C'est mais ce qu'on déjà, vise. rien que sans rien changer, Ouais. Hmm. il faut savoir que je crois que c'est cette année ou l'année dernière, il y a eu effectivement une explosion du coût du gaz et certains contrats qui n'étaient pas protégés, qui étaient variables et qui n'étaient pas Ouais. prix fixes, se sont retrouvés multipliés par 10. Et Ah oui, certaines d'accord. copropriétés ont réussi à passer Ouais. le cap
en réduisant la période de chauffe. S'ils D'accord. n'avaient Ouais. pas pu la réduire, et Ouais. certains ne pouvaient pas, parce qu'ils Ouais. avaient D'accord. donc un contrat avec une date fixe Ouais. d'ouverture. Et il faut savoir que si votre contrat prévoit une date fixe, ben vous n'avez pas le droit de dire, ah ben non, on ne va pas démarrer à la date prévue. Mhm. Si le contrat D'accord. est prévu comme ça, vous devez l'appliquer, c'est-à-dire qu'un copropriétaire pourrait attaquer le syndicat parce que la date d'ouverture n'a pas été respectée, même s'il Mhm. fait chaud. Et c'est ça qui D'accord. est absurde, mais c'est le contrat. C'est pour ça qu'il Ouais. faut sortir de ces contrats fixes et privilégier donc les contrats variables, donc en faisant un avenant. Quand on est Mhm. bloqué avec un contrat fixe, il faut faire un avenant pour en sortir. Donc ça, c'est pour la Mhm. période de chauffe. Après, il y a Ouais. les températures aussi. Alors là, c'est là où effectivement les travaux de rénovation énergétique peuvent jouer sur le fait qu'effectivement, on peut conserver une température de 19 en mettant la chaudière à minima. Mais encore C'est faut-il ça. qu'effectivement Mhm. tous les appartements soient isolés parce que comme normalement vous avez des thermostats, des robinets thermostatiques et que Nous, on chaque n'a pas ça parce qu'on est chauffage au sol, en fait. ah bah Enfin, alors c'est mieux parce que du coup, ouais. chaque occupant n'est pas tenté d'aller augmenter la température. Mais ce n'est pas le cas de toutes les copropriétés. Ouais. Il y a des Ouais. Ouais. copropriétés avec des robinets et le Oui. problème, c'est que vous ne pouvez pas imposer aux gens de ne pas aller au-delà de 19. Donc vous en Oui, avez oui. qui vont chauffer à 23, voire à Mm. 25 parce que bah, ils viennent Ouais. des pays chauds, ils ont froid et donc ou ils ne bougent pas. Ça peut être le cas des personnes âgées Ouais, ou ouais. des enfants où là on chauffe à fond D'accord. pour être sûr d'avoir une bonne température. Et Mm. c'est là où les travaux de rénovation énergétique peuvent avoir un impact sur la température de chauffe dans Ouais. des périodes effectivement qui sont un peu Ouais. plus froides. Disons ce que nous, ce qui est prévu normalement dans le projet de rénovation, effectivement au niveau du chauffage, puisque il y a toujours partout, je pense toujours un problème, ce qu'on appelle d'équilibrage, c'est que maintenant il existe des systèmes, enfin un système qui nous ont proposé, qui permettent enfin de mettre une forme de thermostat, si vous voulez, mais alors pas au niveau des appartements, parce que nous on est en chauffage plancher, Ouais, sol et plafond, mais c'est au niveau des gaines techniques dans les bâtiments, c'est un système, si vous voulez, de vannes électroniques qui va permettre après que dans chaque appartement, bah, vous allez avoir un boîtier avec une consigne que vous allez pouvoir bouger plus moins, mais dans une latitude restreinte, on va dire, de mhm. façon à améliorer l'équilibrage. Et a priori, ça aussi, ça contribue à optimiser la consommation de gaz et d'améliorer le confort. Voilà. Parce que nous, chez nous, aujourd'hui, il y a des gens qui disent tout en haut, au troisième étage, j'ai trop chaud, et d'autres qui disent au rez-de-chaussée, bah moi, c'est un peu juste. Voilà. Donc, bon, sachant qu'on n'a pas d'isolation aussi non plus aujourd'hui, c'est une résidence qui date des années, fin des années 60, vous voyez. Voilà. Mais donc, il est prévu normalement ce système de régulation au niveau de chaque palier pour que après chaque appartement puisse avoir une petite latitude de dire je veux 19 ou 20 moi et puis en haut le il va dire 19 ça me va. Voilà, sans dérégler tout le monde. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? tout à fait. Et Voilà. ça, on le retrouve aussi. Alors moi, je l'ai retrouvé dans une copropriété où en fait certains lots, certains copropriétaires avaient changé la taille des radiateurs parce que c'était Ah pas au oui, sol, mais c'était des oui, radiateurs. Et oui. effectivement, ça avait déséquilibré complètement la chaudière qui Ah tombait en oui, panne régulièrement parce que justement, elle était déséquilibrée du fait que ah bah, oui. la puissance à distribuer n'était plus la même Ouais, c'est ça. que Oui, oui, c'est pas d'accord. la réception en fait de l'eau Mhm. chaude qui importe, c'est la redistribution, c'est-à-dire le retour de l'eau qui Ouais. sort des radiateurs et qui revient vers la chaudière. Mhm, Et mhm. les radiateurs n'ont pas la même taille et sont changés sans demander l'autorisation et sans que les matériaux en plus soient Ah oui, adaptés, ouais, alors, effectivement, ça provoque des pannes des au pannes. niveau de la chaudière et c'est Ouais. là où effectivement sa durée de vie est Mhm. limitée. Et le problème dans ces copropriétés-là, généralement, c'est que les gens nous disent pas qui vont effectivement qui vont changer leur radiateur. On s'en aperçoit parce Ouais, que la chaudière tombe en panne. Donc, quand on est d'accord. au Ouais. chauffage, effectivement, au sol, la question ne se pose pas puisqu'on a très peu de marge de manœuvre et donc le déséquilibrage, Oui. le rééquilibrage, il se fait au niveau de la chaufferie et non pas au Mhm. niveau de la taille des radiateurs de la copropriété. Donc ça, c'est pour la partie chauffage. Après, on a la partie énergie. Alors, dans Mhm. l'énergie, moi, j'entends surtout la partie, je dirais, fourniture. Donc, ça part du gaz, par exemple. Ça part aussi de l'énergie électrique. Bon, on sait bien que Mhm. si on veut réduire son coût je dirais, d'éclairage, il faut changer les ampoules par des LED. Tout le monde ne l'a pas encore fait. Ouais. Et tout le Nous, monde c'est aurait dû, parce que c'est un des ouais. moyens de réduire Mhm. sans avoir de baisse de qualité Mhm. au niveau de l'éclairage des copropriétés. Après, Ouais. vous avez le gaz. Alors effectivement, il faut privilégier
l'énergie. Alors là, on a parlé des chaudières, donc la partie structurelle, mais vous avez la partie alimentation, donc de gaz. Et là, il faut privilégier des contrats fixes et non pas Oui, des fixe. contrats Ouais, variables. ouais. Et fixe avec je dirais, une consommation qui est, je dirais, bien calibrée, qui est bien Mhm. estimée par rapport aux besoins. Et puis ensuite, effectivement, ben, il y a tout ce qui est énergie renouvelable. Alors, il y en a qui ont déjà mis des photovoltaïques sur les toits. Bon, là, j'en parlerai pas parce que c'est pas une très très bonne idée. Pour la Ouais, simple et bonne raison, c'est que le problème, c'est que lorsque les plaques sont endommagées, dans 80% des cas, on va vous dire, ben, on ne peut pas la remplacer, oui. soit Faut parce que tout le modèle remplacer. n'existe Ouais, plus, soit parce que les nouveaux modèles sont plus performants. Et là, vous ouais, devez changer complètement le parc. Donc, ouais, je dirais que pour une copropriété, c'est ouais. véritablement pas la solution à adopter. Mhm. Ouais, ouais, ça Et m'étonne pas. je dirais en étalonnant à la fois la chaudière et à la fois les énergies, on peut arriver à réduire jusqu'à 15% du coût pour la copropriété chaque année. Donc, ça a un Ouais. intérêt de s'occuper je dirais, de l'infrastructure et en même temps du contrat. Parce que là, en fait, il y a Mhm. deux choses. Il y a, est-ce que l'infrastructure est adaptée? Oui, non. Donc là, il y a une décision à prendre. Et ensuite, le contrat. Est-ce que le contrat, lui, permet effectivement une certaine variation de mise en route et une fixation d'un prix qui, lui, ne va pas exploser Mhm. comme ça a été le cas il y a 2 ans. Mhm. Après, Nous, on on a, est en prix fixe. On est en prix fixe, hein. On a renouvelé il n'y a pas très longtemps. Sur 3 ans, voilà. on Et se il coûte. vaut mieux, enfin, Ouais. même si les gens disent actuellement ça baisse, il vaut mieux garder un prix Oui, fixe bah oui, parce que parce la qu'on a une baisse, visibilité sur voilà, 3 ans, voilà. la baisse, c'est sûr que vous n'allez pas en bénéficier, mais par Oui, contre, vous allez avoir une explosion comme on l'a vu il y a deux, ouais, 3 ans à 300 euros le kilowattheure. ouais, Celle-là, au moins, vous ne la prendrez pas. Donc, je pense que si on regarde sur une période de 5 à 10 ans, ceux qui ont des prix fixes en sont mieux sortis que les autres. ouais. Mhm. À Oui, bon. vérifier, mais je suis quasiment persuadé qu'en fait, le rapport entre les deux, sur une longue période, est favorable. Mhm. Après, Oui, nous mais avons un d'ailleurs, nous, problème. le contrat qu'on a renouvelé là, il y a pas très longtemps, ouais, on a gagné par rapport au contrat précédent en prix de contrat. Voilà, Ouais. Oui, voilà. en plus, à chaque renouvellement de contrat, il faut se poser la même question. Est-ce que nos Oui, besoins n'ont pas varié? Parce que ça ouais, aussi, dans le temps, avec le réchauffement, les besoins peuvent varier. Donc, il faut ouais. réadapter. Alors, si jamais on était coupé, parce que bon, c'est Zoom, hein, donc Ah oui, c'est vrai que c'est au n'hésitez bout d'une pas, heure que ça coupe. Ouais, voilà, d'accord. n'hésitez pas à vous reconnecter hein, avec Oui, le même d'accord. identifiant. Ouais, d'accord. Alors après, on a le problème de l'eau. Et ça, c'est un grand Ah, chapitre. ouais. Parce que dans l'idéal, il faudrait, et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait dès le départ, que toutes les copropriétés soient alimentées comme pour l'électricité, c'est-à-dire que chaque lot a son compteur d'eau, abonnement Mhm. individuel auprès du fournisseur. Le problème, c'est que pour des raisons qui m'échappent, dans la majorité des cas, les copropriétés n'ont installé qu'un compteur général avec des compteurs divisionnaires. Et à Mhm. partir de là, c'est véritablement la pagaille. Et surtout, c'est la guerre quand il commence à y avoir des impayés. Pourquoi? Parce que, bien sûr, votre compteur individuel auprès du fournisseur Veolia ou les SEM qui sont créés par les communes ou les régies sont des compteurs qui sont mis à l'entrée de la copropriété. Donc, on va Mhm. vous dire, du 1er janvier au 31 décembre, ça c'est la théorie, vous avez consommé tant. Sauf que les relevés ne sont pas faits exactement à la date qui est précisée en général, et qu'ensuite, quand on veut recouper avec les relevés des compteurs divisionnaires, lorsqu'on en a, parce qu'il y a encore des copropriétés qui n'ont pas de compteurs divisionnaires, et donc c'est une répartition autantienne, mais pour ceux qui ont des compteurs divisionnaires, effectivement, on n'arrive pas à recouper les consommations individuelles avec la consommation générale, ce qui conduit le syndic professionnel en général à recalculer le prix de l'eau de manière à refacturer la consommation qui n'est pas Mhm. répartie par les index, de la refacturer à tout le monde au niveau des tantièmes. Et du coup, on arrive à des situations ubuesques où le prix de l'eau dans la copropriété n'est pas le prix de l'eau du fournisseur initial. Alors, Ah ouais, d'accord. c'est ubuesque, mais par contre, Mhm. ça peut aller jusqu'à mettre une copropriété complètement en difficulté parce que les copropriétaires qui ne comprennent pas le prix de l'eau et que ce ne soit pas le prix de l'eau du fournisseur qui soit appliqué vont avoir tendance à ne pas payer ou en tout cas à moins payer que ce qu'ils Mhm. devraient. Et donc Mhm. là, on commence à générer des impayés qui risquent de durer dans le temps. Donc, si on veut vraiment, je dirais, être calé et ne pas avoir de difficultés, il faut très rapidement, parce que ça fait déjà maintenant 20 ans que ça existe, demander au fournisseur un devis de faisabilité, parce que là aussi, il y a des copropriétés où ça peut ne pas être possible. Donc, il faut commencer par vérifier si c'est possible. Et pour ça,
Veolia envoie ses techniciens pour faire une étude de faisabilité et donner un cahier des charges pour le plombier qui devra adapter les installations. Alors, c'est important parce que déjà, ça réduit les impayés, puisque les factures arrivent quasiment tous les mois ou tous les 2 mois auprès des copropriétaires, donc ils voient immédiatement quelle est leur consommation et ils peuvent la payer. Alors qu'en copropriété, vous avez votre facture d'eau qui arrive 1 an et demi après. Pour peu que vous ayez un locataire, voilà, Mhm. et qu'il est parti entre-temps, vous n'avez plus aucune possibilité de lui Ouais. réclamer le montant de sa consommation. Et Mhm. deuxièmement, comme je le disais, les compteurs ne sont pas relevés en même temps entre Veolia en tout cas le fournisseur, et les compteurs individuels quand les compteurs individuels fonctionnent. Parce que j'ai aussi le cas où les compteurs individuels, ben, effectivement, c'est comme les compteurs électriques, hein, ils peuvent tomber en panne. Comme c'est de l'eau, ils peuvent s'entartrer. Et à partir de là, ils fonctionnent moins bien, voire jusqu'à ne plus fonctionner du tout. Mhm. Mhm. Donc, il est important de vérifier que votre fournisseur de compteurs, Mhm. quand on est en divisionnaire, en sous-compteur, vérifier que le professionnel qui vous loue les compteurs vous donne bien des index avec des consommations. Parce que moi, j'en ai vu qui, pendant 4 ans, envoyaient les relevés de compteurs avec néant ou RAS ou endommagé ou ne fonctionne pas. Et ils continuaient à se faire facturer pour des relevés dans lesquels il n'y avait aucun index. Donc ça aussi, D'accord. ça pose souci. Donc même si on n'arrive pas à mettre des compteurs à abonnement individuel, ça veut dire que derrière, il faut poser au moins des compteurs à télérelevé et imposer au fournisseur de faire le télérelevé toujours à la même date, par exemple le 31 décembre. Et prendre soin de prendre les photos, que chaque copropriétaire prenne la photo de son compteur à la même date, par exemple au 31 décembre, de manière à s'assurer effectivement que les relevés soient Mhm. fidèles à la réalité. Parce que ça aussi, c'est une source de recalcul de l'eau, du coût de l'eau, et ça va générer forcément des tensions dans les copropriétés. Donc Mhm. c'est un gros, l'eau c'est vraiment un gros problème, non pas parce que c'est un poste relativement important, parce que ça peut le devenir si les gens ne contrôlent pas ou s'il y a une fuite, mais c'est un poste important de dissension dans la copropriété quand Mhm. on gère mal la répartition. Parce D'accord. qu'effectivement, ça va créer des tensions entre ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui consomment beaucoup, mais dont le compteur ne fonctionne pas par rapport aux autres. Et qui plus est, Mhm. ça pose le Mhm. problème des fuites. Parce Oui, qu'effectivement, oui, bien quand on a sûr. sa propre facture au bout d'un mois, s'il y a une fuite qui n'est pas visible, si elle est visible, la question ne se pose pas. Mais si elle n'est pas visible et ça arrive, Ouais. non, le problème, c'est qu'on s'en aperçoit trop tard. Une fois Mhm. que l'infrastructure, parce qu'en général, dans les anciens bâtiments, les infrastructures sont en bois. C'est-à-dire que vous avez effectivement du béton, mais entre les couches de béton, vous avez du bois, vous avez la structure en Ouais. bois. Donc les fuites visibles, déjà, il faut les réparer très rapidement, quoi qu'il arrive. Et celles qui sont invisibles, ben, il faut avoir le moyen de pouvoir les détecter. Et le seul moyen, Ouais. c'est la consommation d'eau. Or, D'accord. la Mhm. consommation d'eau, le syndic, il s'en fiche complètement. Parce que lui, il Ouais. reçoit les factures tous les 2 mois, et tous les deux Mhm. mois, il les paye sans se poser de questions. Les Ouais. copropriétaires, eux, ils les reçoivent qu'1 an et demi après. C'est déjà trop tard. S'il y a eu une Mhm. fuite, on est déjà à plus de 1000 à 5000 euros Ouais. d'eau. On ne sait pas Ouais. plus. Donc, à ce niveau-là, ça veut dire que le conseil syndical, lorsqu'il y a des sous-compteurs individuels, qu'il n'y a pas d'abonnement direct avec le fournisseur, a l'obligation normalement de vérifier toutes les factures en cours de route, pas à la fin de l'année, Ah ouais, mais tous les d'accord. 2 mois ou 3 mois. Donc, ça exige du conseil syndical d'être beaucoup plus présent Mhm. que ce qui ne devrait s'il y avait des abonnements individuels directement auprès du fournisseur. C'est pour ça Mhm. que moi, je privilégie cette option-là et de ne rester en sous-compteur que véritablement quand le fournisseur nous dit c'est pas possible.